Ukraine ou Russie? Qui est arrivé en premier? Qui fait partie de l'autre? Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas là pour prendre parti au sujet du conflit actuel, mais d'essayer de répondre de la manière la plus objective possible sur l'histoire de ces deux pays, en faisant abstraction de toute propagande, quel que soit le camp. Car régulièrement on peut voir circuler des propos des uns ou des autres, affirmant que l'Ukraine de toute façon est russe, ou que la Russie tient son origine de l'Ukraine. Tâchons donc d'y répondre plus clairement, car vous vous en doutez ou pas, mais aucune de ces propositions n'a de sens pris tel quel. L'histoire de pays ne se résume pas à des confirmations si simplistes. Pour aider à y voir plus clair, une frise chronologique accompagnera cette vidéo, avec à gauche l'histoire de ce qui donnera la Russie et à droite l'histoire de ce qui donnera l'Ukraine. Pour une consultation à loisir, elle est disponible en description de la vidéo. Première chose à savoir, l'histoire de ces nations d'Europe de l'Est ne dépasse guère les 1000 ans, ce qui sera relativement rapide à résumer. Pour vraiment aller chercher les sources, on peut simplement aller aux origines du peuple slave. D'un point de vue linguistique, les langues balto-slaves est un groupe faisant partie des langues indo-européennes et ayant commencé leur évolution dès l'âge du bronze en Europe centrale. Ceux qui parlaient ces langues étaient les cultures proto-slaves depuis le premier millénaire avant Jésus-Christ. Ah ouais, mais là t'es il y a 3000 ans. Il y a 2 minutes t'as dit que ces pays avaient moins de 1000 ans d'âge. Oui, là on est très loin de l'existence des pays d'Europe de l'Est. On n'est même pas encore au vrai slave en soi. Juste j'expose les racines au plus profond. À l'époque de l'Empire romain, les Vénètes sont mentionnés comme peuple en Europe centrale, et on suppose qu'ils sont tout ou partie à l'origine des Slaves. C'est vers le VIe siècle que l'on commence à mentionner les premiers peuples slaves, comme les Sclavini ou les Antes. Il est ensuite plutôt admis que les Slaves se diffusent autour du Danube et jusqu'aux Balkans. Nous ne sommes toujours pas en présence de vraies nations slaves, ce sont encore des peuples autonomes, sans frontières claires, en marge de l'Empire byzantin. Mais il faut admettre que l'on manque de données pour être tout à fait précis sur ces premiers siècles de l'histoire slave. Dès le 6e puis le 7e siècle, les Slaves vont s'étendre considérablement en Europe centrale jusqu'à en être les peuples dominants au 8e siècle. On pourra les diviser en Slaves de l'Ouest, qui donneront notamment les Polonais, Tchèques et Slovaques, les Slaves du Sud dans les Balkans et les Slaves de l'Est. Les Baltes, eux, sont à considérer désormais à part, car même si l'origine est commune, je rappelle le groupe linguistique balto-slave, la scission entre ce qui deviendra les Slaves et ce qui deviendra les Baltes s'est opérée il y a alors déjà plus de 1000 ans par rapport à cette époque. Ce qui va nous intéresser maintenant pour le cadre de cette vidéo, c'est l'évolution historique de ces Slaves de l'Est. Nous sommes au 9e siècle, en pleine période d'expansion viking. D'ailleurs, pour rappel, viking est une activité, ce n'est pas le nom d'un peuple. Ce peuple, comme vous le savez, provenait de Scandinavie et du Danemark. Les vikings suédois, les Vareg, vont s'intéresser aux terres de l'est de l'Europe qu'ils appellent alors l'Osterland. Passant depuis l'extrémité est de la Baltique, ils rejoindront les bassins versants de la Volga et du Dniepr, qui seront leur voie d'expansion. Le premier chef à se nommer prince de Novgorod est Riurik, ou Rurik Ier, un prince Vareg. L'installation Vareg en Osterland conduit à l'unification d'un territoire gigantesque sous contrôle de la dynastie Riurikide, donc issue de Riurik, donc suédois Vareg, et qui sera appelée Rus de Kiev. Rus s'écrivant R-U-S'. Oleg le Sage en sera le fondateur vers 880. Au XIe siècle, la Rus de Kiev sera l'état le plus étendu d'Europe. Voilà une première source de confusion. Comme on dit Rus de Kiev, cela veut dire que l'Ukraine est russe. Ou encore Rus de Kiev, donc la Russie vient d'Ukraine, car Kiev était la capitale.
Encore une fois, c'est faire des raccourcis sans fondement à une époque où ni l'Ukraine ni Russie n'existent encore. En revanche, Russie comme Ukraine trouvent leurs racines communes dans cette Rus de Kiev. Le mot russe vient du vieux norrois rotor, ramer, rur, rameur ou roslagen, pays du gouvernail. Bon, pardon pour l'accent. Ce n'est même pas un terme slave donc. L'Ukraine et la Russie sont suédoises alors? On pourrait le dire, car concrètement, la dynastie Riorikide, d'origine varègue, va diriger toutes les principautés slaves pendant près de 800 ans, plus que n'importe quelle autre dynastie. Alors, on le dit ? Ben non, évidemment, on ne le dit pas, car on ne résume pas l'histoire et la présence d'un peuple qu'à ses seuls dirigeants. De plus, cette dynastie d'origine varègue va fortement se slaviser au fur et à mesure des mariages. La Rus de Kiev était appelée aussi État de Kiev, ou Russie kievienne, ou Principauté de Kiev, ou Ruthénie pré-mongole. C'est durant le règne de Vladimir Ier, toujours un Riorikide, à la fin du Xe siècle, que la Rus de Kiev va se convertir à l'orthodoxie et introduire cette religion dans ces régions. La population est un mélange de Slaves, de Baltes, de Varègues et de Finno-Ougriens. Mais au XIIe siècle, la famille royale voit ses membres de plus en plus nombreux se tailler divers territoires qui entrent en opposition, et la Rus de Kiev finit par éclater en une multitude de principautés, chacune sous la direction d'une branche de la dynastie Riorikide. Au XIIIe siècle, l'arrivée mongole de la Horde d'Or, qui déferle sur l'Europe, prend possession en premier de toutes ces terres de l'Est, hormis Novgorod au nord. La moitié de la population périt, les grandes villes sont brûlées, rasées parfois jusqu'aux fondations, et le reste devient vassal des Mongols. Kiev tombe en 1240. Bien, voyons un peu ce qu'il advient de ces principautés. Tout au nord, la République de Novgorod va se construire un solide territoire au fil du temps entre 1136 et 1478. On a ensuite la principauté de Vladimir Souzdal, centrale dans la suite de l'histoire, car c'est à cette époque que se développera Moscou, fondée peu auparavant, et qui donnera finalement son nom au territoire à partir de 1328, la Moscovie. C'est cette principauté qui est à l'origine de la Russie d'aujourd'hui. D'autres principautés existent, plus mineures, et on ne va pas en faire la liste. Côté ukrainien, on va retenir évidemment la principauté de Kiev, mais aussi la Galicie-Volhynie, correspondant à un peu plus que l'ouest actuel de l'Ukraine. Ces territoires, même la Moscovie, ne resteront qu'un siècle indépendants avant de rester tributaires des Mongols de la Horde d'Or jusqu'en 1480, où enfin ceux-ci seront repoussés et affaiblis par leur division interne. La Russie et l'Ukraine sont turco-mongols alors? Tu veux dire ça car ceux-ci les ont, entre guillemets, dirigés encore au-dessus de leur dynastie Riorikide pendant environ 200 ans ? Ben, toujours pas, Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on a avec cette division l'origine de ce qui deviendra la Russie et l'Ukraine. Tous deux ayant un ancêtre commun en la Rus de Kiev, qui n'est ni à l'un ni à l'autre. Cela montre juste que Russes et Ukrainiens sont des cousins proches qui ont eu leur scission il y a environ 900 ans. Résumons rapidement la suite pour la Russie. La Moscovie va petit à petit devenir une des principautés les plus puissantes de la région, absorbant les autres plus petites limitrophes dans son propre domaine et prenant ainsi de l'ampleur. Son objectif est d'abolir les petites divisions féodales des terres russes et de toutes les réunir sous son contrôle. La plus forte acquisition fut celle des terres des Russes de Novgorod par Ivan III en 1478, qui agrandit ainsi considérablement au nord le territoire et gagna ainsi en puissance, permettant de se libérer enfin des Mongols en 1480. Sous Ivan IV le Terrible, puis Fédor Ier, c'est vers le sud que la Russie s'agrandit jusqu'au pied du Caucase avec la prise de Kazan et d'Astrakhan en 1552 et 1556. La dynastie Riorikide s'éteint avec la mort de Fédor Ier en 1598. À l'issue d'une période de troubles, la dynastie des Romanov, originaire de Novgorod, se met en place avec Michel Ier en 1613. Voulant prendre exemple sur l'ancien empire byzantin, il se fait nommer premier tsar, dérivation russe de César, de toutes les Russies. La dynastie dirigeante changera en 1762 avec Pierre III.
Faisant partie de la dynastie Holstein-Gottorp de la maison d'Oldenburg, c'est une dynastie d'origine germanique. Il sera suivi de la célèbre Catherine II de Russie, née Sophie Frédérique Augusta d'Anhalt-Zerbst, À tes souhaits. également maison germanique, puis par sa fille Marie Féodorovna, née Sophie Dorothée de Wurtemberg, maison toujours germanique. Bien que n'ayant donc strictement aucun lien direct avec la dynastie précédente, le nom de Romanov sera conservé afin de faire artificiellement la continuité dynastique. Et c'est cette dynastie qui chutera en 1917. A noter que le sud de l'Ukraine et la Crimée n'est alors ni russe ni ukrainienne, ces terres restent longtemps sous contrôle turco-mongol, un khanat vestige de la Horde d'Or, puis seront sous contrôle des Ottomans. Côté ukrainien, c'est plus compliqué. Les portions historiques de territoire ukrainien indépendant sont assez maigres. La plus grosse tentative étant le royaume de Galicie-Volhynie, toujours dirigé par une branche de la dynastie Riourikide, qui va relativement bien s'implanter au XIIIe et XIVe siècle, jusqu'à devenir un grand territoire avec ses propres vassaux. À la mort de Boleslas en 1340, les territoires sont déchirés entre contrôle par le royaume de Pologne et le grand-duché de Lituanie. L'accord au bout du conflit sera signé en 1352. La principauté de Kiev, elle, se libère de sa vassalité mongole en étant absorbée au sein du grand-duché de Lituanie en 1362. Oui, la Lituanie, ce petit pays balte aujourd'hui, durant le Moyen-Âge, a couvert une surface considérable, englobant la Biélorussie et donc aussi une partie de l'Ukraine. 200 ans plus tard, en 1569, par le traité de l'Union de Lublin, le royaume de Pologne et le grand-duché de Lituanie s'unissent en une fédération, la République des deux nations. Un territoire énorme couvrant toute l'Europe centrale. Elle tiendra pendant quelques siècles face à de nombreuses guerres avec ses voisins, Prusse, Suède, Russie, Ordre teutonique, Empire ottoman. Mais bien qu'invisible sur les cartes, il ne faut pas penser que l'Ukraine n'existait pas. La voïvodie de Kiev, successeur de la principauté de Kiev, est la plus grande voïvodie, un gouvernement local, de la République des deux nations, prenant une bonne part de l'actuelle Ukraine. Pour la totalité de l'Ukraine, il faudra rajouter les voïvodies de Tchernigov, de Braklau, de Podolie, de Volhynie, de Ruthénie et de Belz. Tout était alors sous l'autorité polonaise. Ah, donc l'Ukraine est lituano-polonaise. Encore une fois, savoir qui dirige ne fait pas disparaître peuple, langue et culture d'un endroit. Durant le Moyen-Âge, les Ukrainiens ne sont pas appelés comme tels, on parle de Ruthènes, car habitant la Ruthénie, dérivé latin de la Rus d'origine. Le terme général désigne alors un vaste territoire courant entre certaines parties de l'Ukraine actuelle, de la Pologne, de la Biélorussie et de la Russie. Cette zone désigne les frontières plus ou moins d'origine de la Rus de Kiev, mais perd son sens avec l'évolution des nations et des frontières, pour se concentrer principalement sur la portion restante au contrôle de la couronne polonaise, au sein de la République des deux nations, et donc concernant les Ukrainiens. Et cette portion a frôlé son indépendance. Voici l'histoire. Déjà, vous connaissez les Cosaques ? Oui, les cavaliers russes, là. Eh bien, à l'origine, non. Ils sont ukrainiens, entre guillemets. Originaires de la steppe pontique, vous savez cette zone en dehors de la Rus de Kiev, courant le long de la mer Noire. Ils sont probablement un mélange entre la présence des nomades turcs issus des invasions mongoles avec des Slaves. Au XVe siècle, les Cosaques Zaporog s'installent le long des fleuves Dniepr et Boug. Leur expansion les fait s'installer sur les terres ruthènes appartenant à la partie polonaise de la République des deux nations. C'est le début de fortes frictions menant à une révolte cosaque en 1648 qui utilise le soutien russe contre la République des deux nations. Cela va mener à un conflit d'envergure, la guerre russo-polonaise, qui durera entre 1654 et 1667. Pour tenter d'apaiser le conflit, en 1658 est rédigé le traité de Hadiach, qui propose ni plus ni moins que de rendre la Ruthénie indépendante comme un membre égalitaire du Commonwealth de la République des deux nations, qui deviendrait alors une république des trois nations. Cela reformait ainsi une vraie Ukraine indépendante,
sous la direction de l'hetmanat cosaque, permettant de changer l'équilibre des nations en Europe centrale, ce qui aurait fortement pu influencer sur l'avenir de cette région. L'historien Andrew Wilson qualifiant ce projet de l'un des plus grands essais de l'histoire de l'Ukraine et de l'Europe de l'Est. Et il n'est pas impossible que je me penche sur le sujet un jour. Mais vous vous en doutez, cela a échoué. La faute en bonne partie à la haute noblesse polonaise qui refusait le projet, ne voulant pas relâcher ces terres qui appartenaient à la couronne polonaise, ainsi qu'aux divisions entre Cosaques et à la poursuite du conflit. La République des deux nations finit par perdre la guerre et se retrouve amputée d'une partie de son territoire à l'est au profit de l'Empire russe. En 1667, toute terre d'Ukraine à l'est du Dniepr et la région de Kiev passe aux Russes. Quant aux Cosaques, durant leur histoire, une partie sera déportée par les Russes vers le Kouban pour s'en servir de protecteur contre les menaces des Tartares de Crimée. C'est à partir de ce moment-là que l'histoire des Cosaques russes commence avec leur aide dans l'exploration notamment de la Sibérie, puis dans divers conflits où ils s'illustrent. La suite de l'histoire de la République des deux nations ne sera pas réjouissante. De nombreux conflits continueront où la Pologne résiste tant bien que mal. Mais au XVIIIe siècle, c'est l'effondrement. À la suite de 3 partages en 1772, 1793, puis finalement 1795, la République des deux nations disparaîtra morceau par morceau entre la Prusse, l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe. Les territoires d'actuelle Ukraine qui restaient sont partagés principalement à l'Empire russe et les portions ouest à l'Empire austro-hongrois au sein du royaume de Galicie et de Lodomérie. La Crimée, quant à elle, n'est arrachée à l'Empire ottoman par l'Empire russe qu'en 1783. La disparition de la carte de la Pologne ne fait pas disparaître son peuple pour autant, encore une fois. Cela va mener à de nombreuses révoltes durant le XIXe siècle, que ce soit au sein de portions prussiennes, austro-hongroises ou russes, le point culminant étant l'insurrection de janvier 1863 contre l'Empire russe. Le rêve de l'insurrection aurait été de faire renaître une forte république tripartite, Pologne, Lituanie et Ruthénie. Mais le déséquilibre des forces étant finalement trop important, l'insurrection sera balayée facilement. Les territoires d'Ukraine resteront donc partagés entre Empire russe en grande majorité et Empire austro-hongrois pour l'ouest jusqu'à la Première Guerre mondiale. Durant le 19e surtout, l'Empire russe n'aura de cesse d'essayer de faire disparaître l'identité ukrainienne au sein de son empire. Bien que représentant 18% de la population de l'Empire, face aux Russes ethniques qui en font 44%, les Ukrainiens méprisés, considérés comme les petits Russes, ils sont interdits de parler leur langue. Niant l'idée d'une nation ukrainienne, l'impérialisme russe vise une Russie pan-russe, unie et indivisible de tous les Slaves de l'Est. Une idée qui ira bien au-delà puisque l'Empire russe s'étendra en Asie vers la Sibérie, absorbant des dizaines de peuples asiatiques n'ayant aucun lien avec les Slaves. Mikhail Katkov, défenseur du système autocratique russe, écrit en 1863 « L'Ukraine n'a jamais eu d'histoire en propre, n'a jamais été un État autonome. Le peuple ukrainien est un peuple purement russe, depuis toujours un peuple russe. » La révolution russe de 1905 fait naître des mouvements nationaux de différents peuples dans les pays baltes ou le Caucase, et ce sera également le cas des Ukrainiens. Surtout quand l'interdiction de la langue est levée et que des députés ukrainiens sont élus à la nouvelle Douma, permettant de défendre leur langue et culture, mais sans porter encore de projet d'indépendance. En 1917, dans le contexte de la révolution russe, l'Ukraine déclare cette fois son indépendance et devient la République populaire d'Ukraine occidentale. On trouvera aussi les républiques de Lemkos et de Hutsul sur les territoires de l'ancienne Autriche-Hongrie. En réaction à cette indépendance, les bolcheviks fondent une série de républiques autour de celle-ci. À l'est, autour de Kharkov, la République des Soviets d'Ukraine. Au sud, la République soviétique de Donetsk, Krivoï, Rog. Et la République socialiste soviétique de Tauride en Crimée. Dans ce contexte général instable, issu de la Révolution puis de la fin de la guerre, ces États ne dureront pas. Les désaccords frontaliers, l'occupation allemande, l'incompétence de gouvernement et la guerre civile font que les États ukrainiens sont changeants en cette période.
On notera qu'à un moment, la volonté de la République populaire d'Ukraine était d'être plus vaste que les frontières actuelles, grignotant dans le Kouban des Cosaques, mais aussi avec des frontières plus au nord. Ce ne fut jamais effectif, face à trop d'hostilités de toutes parts. La République socialiste soviétique d'Ukraine, intégrée à l'URSS, naîtra en 1919. La République populaire d'Ukraine occidentale survivra tant bien que mal jusqu'en 1921, puis sera absorbée dans la RSS d'Ukraine. Une portion des territoires revendiqués par l'Ukraine seront partagés entre diverses nations, avec pour bonne part la Pologne à l'ouest et la Russie à l'est. À partir de la Seconde Guerre mondiale, la RSS d'Ukraine va grignoter des morceaux à droite à gauche pour s'agrandir, jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique en 1991 où l'Ukraine retrouve son indépendance avec l'ensemble des territoires de l'ancienne RSS. Si on compare à une carte des dialectes ukrainophones datant de 1871, servant de base au désir nationaliste d'indépendance de cette époque, on remarque que les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine actuelle correspondent peu ou prou à ce qui était imaginé alors, à l'exception du Kouban, à l'est de la mer d'Azov. Les événements récents, vous les connaissez, et je ne reviendrai pas dessus pour ne pas faire de débat politique. Grâce aux couleurs de la frise historique, on peut se rendre compte finalement que les territoires ukrainiens ont été plus longtemps sous direction de la Pologne-Lituanie, en rose clair et foncé, environ 500 ans de bout en bout en comptant les périodes partagées, contre environ 300 ans pour la Russie, en vert et rouge, de bout en bout en comptant les périodes partagées. Les territoires ukrainiens indépendants sont surtout remarquables avant le XIVe siècle, entre la principauté de Kiev et le royaume de Galicie-Volhynie. La Russie, quant à elle, a réussi à rester maîtresse de son histoire, hormis 2 siècles sous vassalité aux Mongols, et surtout dès la période moscovite, où elle est devenue une grande puissance qui n'aura de cesse de croître. Bon, et donc qui a raison? Tu poses la mauvaise question. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou non, car il sera de toute façon impossible de faire changer d'avis. Les propagandes politiques ont toujours été axées sur les idéologies et versions de l'histoire d'un point de vue plus ou moins long, arrangé souvent pour faire tourner les choses en leur faveur, mais jamais à considérer jusqu'à 1000 ans d'histoire. À partir de là, ce sera constamment biaisé et adapté à son époque, en faisant fi de toute objectivité globale. Je conclurai la vidéo là-dessus, que ce n'est de toute façon pas nouveau, ces débats à propos des peuples, d'histoire, de domination des uns sur les autres et de position des frontières a toujours été à l'origine de toutes les guerres de l'humanité. Oups, il y a les religions aussi. Allez, ciao!